Bonjour, merci d'être avec nous pour un nouveau rendez-vous de dimanche en politique. Nous ouvrons aujourd'hui le dossier de la santé. Emmanuel Macron vient de présenter une réforme globale du système de santé. Et avec cette réforme, nous allons poser la question, enfin, des médecins pour tous, en nous concentrant sur le dossier de l'accès aux soins dans les zones rurales, mais aussi en ville. Une question que nous allons poser à nos 4 invités. Fadila Khattabi, bonjour. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche de Côte-d'Or et membre de la Commission des Affaires sociales à l'Assemblée qui traite donc les sujets de santé. Tout à fait. Gérard Larcher, bonjour. Bonjour. Vous représentez et défendez les usagers au sein de l'organisation France Asso Santé. Vous présidez par ailleurs le Conseil territorial de santé de Côte-d'Or. Aurélien Vaillant, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, membre du syndicat MG France et vous présidez le groupement des professionnels de santé du Pays Beaunois qui a servi de modèle, on va en parler, dans la réforme. Et André Acari, bonjour. Bonjour. Président Les Républicains du Conseil départemental de Saône-et-Loire. Vous avez innové, on en a beaucoup parlé en France, en lançant une campagne de recrutement de médecins. Alors, comme en médecine, justement, on va d'abord faire un diagnostic. On parle beaucoup de déserts médicaux. Plus largement, quelle est la réalité? Gérard Larcher, vous, de votre point de vue, défendant les usagers, dans un département comme la Côte-d'Or, par exemple, il manque des médecins, il en manque beaucoup. Alors, sur le nombre de médecins, je ne sais pas, mais il manque effectivement tout ce qui est accès aux soins, permanence des soins, notamment, c'est ce qui est le plus crucial. Il y a à peu près la moitié du département qui est en sous-effectif, et lorsque les gens appellent au secours pour avoir un médecin, ils peuvent être dans une zone où on est obligé d'appeler dans une autre zone pour avoir quelqu'un. Il n'y a pas de réponse au 15 dans leur secteur. Et avec des gens, par exemple, qui n'ont pas de médecin référent, alors qu'en théorie, tout le monde devrait l'avoir. Tout le monde devrait en avoir, mais effectivement, il y a des manques. Et puis, en gros, les deux grands problèmes, ils sont là aujourd'hui. C'est tout ce qui est permanence des soins et urgence, et puis le problème des EHPAD, qui retombe d'ailleurs sur la médecine, la permanence des soins, parce que souvent les EHPAD envoient les gens aux urgences, même souvent quand ils ne savent pas quoi en faire, quoi. André Acari, avant de lancer ce plan de recrutement de médecins, vous aviez, je suppose, vous aussi fait le diagnostic dans un département comme la Saône-et-Loire. Alors c'était parce qu'il en manquait ou parce que vous saviez qu'il allait beaucoup en manquer à l'avenir que vous avez décidé de vous lancer là-dedans? On en parlera tout à l'heure. Évidemment, en fait, c'est en 2015 où j'ai fait le bilan de ceux qui pouvaient prétendre à l'âge de la retraite d'ici 3 ou 4 ans. Et je savais que 50% de mes médecins généralistes pouvaient prétendre en 2015 à l'âge de la retraite d'ici 2019. Et donc il fallait vraiment prendre, entre guillemets, le taureau par les cornes, parce que déjà là, il en manquait. Avec le diagnostic aussi que ce qui avait été tenté ne marchait pas jusque-là. Bien sûr, parce que le département, comme beaucoup de collectivités, avait pris des dispositifs, soit de cofinancement, soit en effet d'outils pour essayer de permettre d'attirer des médecins généralistes dans nos territoires, urbains ou ruraux, puisque la problématique est générale. Et le bilan était vraiment très très modeste, voire presque inexistant, et c'est pour ça que j'ai voulu complètement inverser et avoir finalement la solution la plus complète. Parce qu'au-delà d'un recrutement, c'est un programme très complet pour vraiment essayer de remettre des médecins partout. On va y venir, vous allez nous expliquer ça. Aurélien Vaillant, chez MG France, vous évaluez le manque à combien en fait? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Non, il n'y a pas de nom, parce que c'est plutôt générationnel, comme l'a dit le président, et c'est plutôt leur façon de travailler qui a changé. Et à la fois sur le temps de travail, à la fois sur la façon de travailler. Et c'est plutôt ça la problématique, c'est qu'il faut qu'on s'adapte à ce qu'ont envie de faire maintenant nos collègues jeunes médecins généralistes pour qu'on arrive à juguler justement ce flux de patients qui en plus a changé, la population a changé aussi. Et c'est ça aussi la grande changement qu'on doit En quoi elle a changé la population? Elle vit plus longtemps, donc du coup plus de personnes âgées, a envie de faire des soins de plus en plus à domicile, voire des fins de vie à domicile. Donc tout ça, c'est du travail supplémentaire pour nous sur le terrain. Fadila Khattabi, beaucoup de choses ont déjà été tentées et annoncées sur ce sujet-là. Dans le plan santé, il y a un certain nombre de mesures, on va dire. Il n'y a pas eu de décision de quelque chose de coercitif qui serait envoyons tous les jeunes médecins ou une partie qui sortent de leurs études dans les campagnes pour combler le problème. De votre point de vue, ce n'est pas une solution ? Non. Ce que je voudrais dire, donc, par rapport à ce plan santé, il est issu, c'est le fruit quand même de consultations depuis des mois et des mois, qu'il y a aussi à la clé, c'est un budget donc de 3,4 milliards qui est prévu pour pallier les manques, notamment en professionnels de santé. Et donc, il est ambitieux, mais les choses ne peuvent pas être résolues en 1 an, alors qu'il y a des décisions qui n'ont pas été prises depuis 30 ans au moins. Donc, par contre, je souscris pleinement à ce qui vient d'être dit concernant le manque de professionnels. Mais ce que j'ai envie de dire quand même... Ça aurait été simple d'obliger les médecins à la fin de leurs études à tous aller,
X années s'installer. Ils n'auraient pas choisi. C'est un peu provocateur, hein, Oui, c'est un peu provocateur, mais je pense que du coup, ce n'est pas non plus une réponse absolue, je veux dire. On avait essayé de le faire, rappelez-vous, avec, puisqu'il y a un manque d'infirmières, on avait mis un dispositif récipro-santé à la région sous la présidence de François Patria pour répondre aux besoins, effectivement, notamment en milieu rural. Moi, je pense qu'il faut travailler en étroite collaboration avec les professionnels de santé, réorganiser aussi, bien sûr, l'offre au niveau des territoires, et puis effectivement y mettre les moyens, et c'est ce qui est prévu dans ce plan. Vous avez réagi tout de suite en travaillant sur l'idée de forcer les médecins à aller. Il ne faut pas voir qu'il y a une solution miracle. Les professionnels de santé sont organisés depuis des années justement pour trouver des solutions, pour créer, innover, pour attirer les jeunes. Le fait que maintenant les jeunes viennent, avant de choisir leur spécialité médicale, dans nos cabinets, voient toute la qualité des soins qu'on peut faire, la diversité des soins qu'on fait. Et maintenant, on voit qu'il y a un changement sur le terrain avec les jeunes qui choisissent beaucoup plus la médecine générale. Et maintenant, il faut qu'on arrive à les faire s'installer en libéral. Et ça, c'est le grand enjeu. D'où notre. En fait, il faut leur donner des raisons, quoi. On va le dire comme ça. Mais leur montrer que c'est toute la qualité du travail qu'ils auront et les possibilités qui vont s'offrir à eux, qui n'auront peut-être pas à l'hôpital. C'est pas une lutte hôpital-ville, mais quand on connaît qu'un modèle qui est l'hôpital, on va pas aller à quelque chose qu'on connaît pas. Et c'est là la grande enjeu actuellement, et ce tous mes collègues, on y travaille depuis longtemps. On va y vite. Ouais. Oui, puis je voudrais dire aussi, préciser effectivement que les professionnels de santé sont extrêmement bien formés, compétents, dévoués, mais qu'ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Et aujourd'hui, moi, je peux comprendre quand on est un jeune médecin, qu'on ait envie d'avoir aussi une qualité de vie, c'est-à-dire de pouvoir partir en vacances, de passer du temps avec sa famille, d'aller chercher les enfants, pourquoi pas à l'école. Notamment, c'est un secteur maintenant qui s'est beaucoup féminisé. Donc tout cela, bien sûr, est nouveau. Vous nous amenez à l'expérience de la Saône-et-Loire. André Acari, vous avez fait le choix, effectivement, de salarier des médecins. Alors, on disait les aides, ça marchait pas. En revanche, là, on est même surpris, ça fonctionne. En fait, beaucoup de médecins acceptent d'être salariés. Bien sûr. D'abord, c'est pas que les jeunes non plus, puisque finalement, les médecins qui sont recrutés en Saône-et-Loire la moyenne, l'âge va de 28 à 61 ans. Donc, finalement, on répond à une attente, quel que soit l'âge des professionnels, en tout cas des médecins. Certains ont choisi d'arrêter leur activité libérale pour venir dans le dispositif de Saône-et-Loire. D'autres, au contraire, s'étant sortis d'études, qu'ils ont choisi de venir en Saône-et-Loire, parce que finalement, ce modèle-là, ils ne le trouvaient pas ailleurs. Alors, c'est quoi le modèle ? Ils font moins d'heures, ils ne sont pas tout seuls, il y a de l'immobilier, il y a de l'administratif qui est fait pour eux, il y a tout ça ? D'abord, un médecin n'exerce pas pour des questions d'argent. Donc, dans le modèle que j'ai construit... Est-ce que ce ne serait pas une généralité un petit peu... Non, dans le modèle qui a été construit, c'est un modèle finalement très complet, de façon à offrir effectivement une vraie souplesse en termes de contrat de travail pour que le médecin puisse consulter. Et pour le coup, en Saône-et-Loire, lorsqu'il vient dans un cabinet donc préparé par le département, il ne fait que ça, puisque le département prend en charge toutes les questions administratives. Gérard Larcher, de votre point de vue des usagers, ça vous semble une bonne solution ? Oui, a priori, je trouve qu'il répond très bien à la demande de son département. La difficulté, c'est que si tous les départements font pareil, il n'y aura pas assez de médecins. Donc moi, j'ai un autre point de vue là-dessus, c'est l'élévation du niveau de compétence de tout le monde. Je m'explique. Ce qu'on appelle les infirmières de pratique avancée, c'est-à-dire que l'infirmière qui peut prescrire certains médicaments dans le cadre de soins de suite, etc. Mais il y a aussi les sages-femmes, il y a aussi les kinés, il y a aussi les psychologues. On avait récemment... L'idée, c'est quoi ? Que les médecins fassent un peu moins et que d'autres gens fassent un peu plus ? Les médecins fassent ce qu'ils font, mais qu'ils soient aidés du fait... On est clair, dans les 10 ans qui viennent, on est en déficit de médecins. Donc, on peut les recruter plus à un endroit qu'à un autre, mais ça pose un problème. Donc une des solutions, c'est d'élever le niveau de compétence des gens qui entourent les médecins, de manière à soulager les médecins d'une partie de leur activité. Et moi, j'y crois beaucoup. Et je disais, on avait récemment une commission santé mentale. On manque de psychiatres. Mais dans un certain nombre de cas, quand quelqu'un a des difficultés familiales, avant de péter les plombs, il aurait peut-être pu discuter 10-20 heures avec un psychologue qui l'aurait aidé à remettre un peu les choses en place, en perspective. Il n'aurait peut-être pas eu besoin de se retrouver dans un hôpital psychiatrique. Et ça, c'est vraiment un truc fort. Il y a deux nouveaux métiers, on va dire, qui sont évoqués dans ce plan santé. C'est coordinateur de soins et c'est assistant médical.
Fadila Oui, Khattabi. effectivement, il est prévu. Alors, fait quoi? Il va falloir créer des diplômes, il va falloir créer des études. Bien sûr, c'est un nouveau métier. Assistants médicaux, c'est afin de libérer du temps médical pour les médecins, les décharger de certaines tâches administratives, préparer la consultation. Ces assistants médicaux pourront également, par exemple, prendre le poids, la tension, etc., et dégager du temps. Et apparemment, on pourrait ainsi gagner 2000 postes supplémentaires. Vous allez me dire que ça reste quand même insuffisant, mais c'est quand même mieux que rien. Et donc, c'est vraiment, il faut réorganiser et améliorer les conditions de travail des médecins. Est-ce que c'est pas en même temps moins de temps passé par le médecin avec ses patients, Aurélien Vaillant, Donc, si c'est il y pas... a plus de patients. Non, en fait, les médecins veulent effectivement travailler en coordination. Donc, soit avec des paramédicaux, effectivement, quand on a besoin, psycho-infirmières, soit effectivement avec d'autres types de professions, secrétaire médical ou coordinatrice, en particulier pour faire les actes d'examens complémentaires qui vont être soit de télémédecine, soit non télémédecine, qu'on fait de plus en plus justement en ambulatoire pour éviter que les gens se déplacent jusqu'à l'hôpital. Et donc ça, on a besoin de ce temps qui est un peu administratif ou médico-social, voilà, mais qui vraiment nous décharge pour ces examens-là, tout en nous gagnant du temps en consultation auprès des patients. Ce qui a été démontré en Normandie sur les temps médicaux, les assistants médicaux, c'est justement qu'on augmentait plutôt notre temps avec les patients pour diminuer le temps administratif. On s'aperçoit qu'il y a eu plein d'expériences menées dans plein d'endroits en réalité. Jusqu'à maintenant, vous vouliez réagir, c'était sur les... Oui, c'était un peu vis-à-vis de mon voisin. Évidemment que le modèle... de En gros, il est en train de dire que vous piquez les médecins Non. à d'autres départements en fait. Oui. Non, Alors, volontairement, je mets un peu de... si je peux répondre déjà, 20% des médecins n'exercent pas. C'est-à-dire il faut le savoir, en sortie d'université, après leur cursus, 20% ne pratiquent pas de médecine ensuite. Déjà. Et donc, du coup, moi, j'en ai récupéré quelques-uns. Deuxièmement, évidemment, le modèle de Saône-et-Loire ne s'applique pas à toute la France, évidemment. J'en ai bien conscience, même si j'ai pu être auditionné. Simplement, c'est en attendant... Moi, je suis président d'un département, je suis là pour régler, bien sûr, cette problématique dans ce département. Et c'est en attendant l'efficacité d'éventuelles mesures que j'ai voulu prendre cette solution qui allait être insupportable au niveau de la population de ce département. Et c'est pour ça que je remets finalement des médecins vraiment dans tous les lieux de ce département, mais pas en concurrence par rapport aux médecins généralistes qui font un travail formidable, qui sont vraiment en souffrance d'ailleurs, mais vraiment en complément. Et je redistribue finalement des médecins sur l'ensemble du territoire, que ce soit rural ou urbain comme à Châlons. Avec un peu d'ironie, les départements se plaignent de ne plus avoir d'argent. Vous avez fait un héritage, vous avez fait quoi pour réussir à faire ça? Non, pas du tout. Le modèle économique s'équilibre à partir de 30 médecins généralistes. C'est-à-dire, puisque le département encaisse les consultations, il faut 30 médecins équivalents temps plein pour équilibrer le modèle économique. Et donc, il n'y aura pas... Bien sûr, on a mis au départ 2 millions d'euros d'argent sur la table pour construire l'entreprise. Mais au bout de 3 ans, normalement, les comptes seront équilibrés. Et d'ailleurs, j'ai pris le soin de mettre un budget à part pour pouvoir le prouver au niveau des citoyens que finalement l'investissement aurait été équilibré. Vous avez dit un mot tout à l'heure, une expression, c'était plus de médecins, enfin, qui pouvait manquer de médecins. Fadila Khattabi, dans la réforme, il y a la fin du numerus clausus. Est-ce qu'on doit comprendre ça comme on veut plus de médecins sur le marché, ou est-ce qu'on veut améliorer les études de médecine, enlever cette difficulté extrême de cette première année dont on sait que c'est quelque chose de très particulier? C'est quoi l'idée? C'est quand même que grâce à ça, il y ait plus de médecins dans les campagnes, plus de médecins en ville? Non, mais il faut déjà répondre à la question suivante. Pourquoi le numerus clausus a été mis en place? C'était surtout pour contenir les dépenses de santé en maîtrisant la démographie médicale. On constate des années... Moins de médecins, ça coûte moins cher, on va dire comme ça. On constate après des années, c'est ce qui se dit, mais on constate après des années, et du coup, effectivement, la dépense, elle est là, elle est bien réelle. Parce que cette année, pour la première fois, il n'y a plus de trou. Elle est bien réelle. Et puis, en plus, de la Sécu. Oui, en plus, merci, Monsieur Mellet, de le souligner. Oui, mais c'est peut-être parce qu'il y avait ce numerus clausus. Voilà. Non, mais ce que je veux dire par là aussi, on note un gâchis. Enfin, on a à peu près des étudiants qui sont brillants, qui réussissent le bac avec mention bien, mention très bien, qui se destinent à une carrière, en tout cas médicale. In fine, il n'y en a plus que 13 500 à la fin de l'année qui ont réussi, qui sont retenus. Donc quel gâchis! C'est aussi un investissement finalement qui est terrible. Et il y a la souffrance de ces étudiants. Donc je pense qu'il vaut mieux
effectivement mettre un terme à ce numerus clausus et construire les parcours de formation différemment. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire effectivement qu'on va mettre à mal la qualité de la formation, loin de là. Mais on peut créer des passerelles, par exemple après la 3e, 4e année de médecine, eh bien, certains vont effectivement pouvoir se destiner à une carrière de médecin, et puis d'autres, via des passerelles, pourront se destiner à une carrière paramédicale ou autre. Donc il faut effectivement réformer, y compris au niveau, d'ailleurs la ministre de l'Enseignement supérieur travaille avec mon collègue Olivier Véran pour voir comment on peut construire ce plan de formation. Il y a deux choses, c'est-à-dire qu'on sélectionnait par le bachotage, c'est peut-être pas le mieux sur des médecins qui vont être dans le relationnel avec les patients. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fera plus de médecins généralistes et de médecins de campagne s'il y a moins de bachotage. On verra bien, mais peut-être qu'on sélectionnera différemment ces gens-là et que la formation va en découler différente. Oui. Et peut-être qu'effectivement, on sait qu'en sortie de fac, il y a un certain nombre de médecins qui ne pratiquent pas finalement la médecine, est vraiment importante et peut-être qu'on en aura un peu moins de ce côté-là. Et l'autre chose, c'est que jusqu'à maintenant, on était basé sur un système de soins avec tout hôpital en disant il faut faire du curatif. Peut-être qu'il faut vraiment plutôt faire de la prévention pour éviter qu'ils arrivent à l'hôpital. Et là, ça fait des années qu'on en parle. On espère enfin que ça va arriver. On voit les choses petit à petit changer sur le terrain. Pour l'instant, on nous laisse continuer à le faire. On attend de voir en pratique avec nos agences régionales de santé qui nous ont soutenus jusque-là pour que ça continue. Je vous ai vu sourire. Mais oui, parce que en fait, quelque part, le dispositif de la Saône-et-Loire, c'était pour répondre à une attente immédiate. Parce que les mesures qui seront prises, mais c'est pas un reproche. Simplement, ça la va sortie mettre et la fin d'études, c'est dans 10 ans. C'est dans 10 ans. Et c'est pour ça que je ne pouvais pas supporter d'attendre encore plus longtemps, puisqu'on allait rentrer vraiment dans une situation catastrophique. Et c'est pour ça qu'en Saône-et-Loire, finalement, on pourra attendre tranquillement, confortablement, puisque j'espère bien que vous voulez dire de voir si le plan marche, c'est ça? Cette question-là sera réglée chez nous. L'élément central de ce plan, et vous l'avez évoqué en parlant de prévention aussi, c'est l'organisation. Puisqu'il prévoit que tous les médecins devront s'organiser en collectivité, les CPTS, Communauté professionnelle territoriale de santé. Voilà. Aurélien Vaillant, vous présidez le groupement du Pays Beaunois. On sait que vous avez fait partie de ceux qui ont été modèles. Comment ça marche un CPTS? Déjà rapidement, sans acronyme, dites-nous à quoi ça sert et puis on va voir si ça peut être une solution pour tout le monde. Très rapidement, quand un médecin généraliste va au domicile et qu'il voit qu'il y a un problème de maintien à domicile, pour faire simple, c'est ce qui pose le plus de problèmes dans notre communauté, il a un temps passé à communiquer avec les aidants, avec le patient, avec les services sociaux, les paramédicaux. Et donc nous, il y a une infirmière coordinatrice qui vient au domicile, qui va faire ce lien entre tous ces personnes-là, entre le médico-social, pour améliorer les qualités des soins au domicile, si besoin, et voir sinon favoriser ce maintien à domicile et faire le lien ville-hôpital. Et ça, c'est une révolution, c'est du temps passé. Et il y a aussi tout ce qui est les parcours de soins des patients, soit des maladies chroniques, etc., où on essaye de faire en sorte que les patients justement aient un bon suivi et évitent de retourner à l'hôpital. Donc ça, c'est aussi une autre problématique. Et donc, c'est là où rentre tout ce qui est éducation thérapeutique à la population, les actions de santé publique sur la population, prévention etc. dont vous parliez. Et attirer les jeunes. C'est-à-dire leur montrer qu'il n'y a pas que les cabinets de groupe ou les maisons de santé pour travailler en coordination, ce qui attire beaucoup la nouvelle génération, parce que quand je vous disais de parler de façon de travailler, on peut être installé seul, mais travailler en coordination avec des soirées interprofessionnelles ou de travailler avec tous les paramédicaux ou médecins du territoire ou spécialistes du territoire, premier, second recours, on dit, voilà, les généralistes et puis les spécialistes. Et là, via ces communautés, il va pouvoir mieux communiquer avec eux et donc ne pas se sentir isolé et ne pas travailler seul finalement. Gérard Larcher, ce qui ressort beaucoup chez les usagers, c'est ce manque de coordination. Les gens se sentent seuls, ils ne savent pas... Le lien médecine hospitalière, médecine de ville, il a aujourd'hui beaucoup de mal à se faire. Il est censé se faire, mais les gens se retrouvent chez eux un peu abandonnés. Autant ils étaient bien suivis à l'hôpital, autant... Alors on veut développer l'ambulatoire, ce qui est très bien, mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait un accompagnement. Et moi, j'ai des expériences vécues où les gens se sont retrouvés chez eux et rentraient à l'hôpital 3 jours après parce que, en fait, mal accompagnés, ça s'était pas bien passé du tout, quoi. Donc il faut qu'on fasse très attention. Pour diminuer les coûts de la santé, on dit qu'il faut que les gens rentrent chez eux le plus rapidement possible après une opération, ce qui est sans doute très bien. Mais il faut que ce soit accompagné, il faut qu'il y ait cette coordination. Ça, c'est important. Ok, c'est dans le plan, c'est dans le projet, c'est très bien. Ça vous semble être une bonne solution? Ah oui, c'est sûr. Par contre, j'ai envie de le dire, ce plan de 54 mesures, il est très bien. On est dans les vœux pieux, c'est agréable de lire tout ça. Faisons-le, parce que les urgences aujourd'hui, il y a un problème, les EHPAD, il y a des problèmes, le lien... On va signaler d'ailleurs qu'il y a un mot d'ordre à Dijon, au CHU, qui habite grève des urgences. Non, mais là-dessus, vous avez complètement raison. Vous avez pris une mesure qui répond maintenant. Et c'est de ça dont on a besoin. Aujourd'hui, les problèmes, ils sont maintenant. Avec, par exemple, je rebondis, Fadel Kabi, vous nous dites, vous allez voir les gens
des urgences demain, je Oui, crois. j'ai une rencontre. Dans leur mot d'ordre, ils nous signalent qu'un certain nombre de postes, par exemple, qu'ils absorbent le 15 de Nevers, ne sont toujours pas pourvus. On a quand même l'impression qu'il y a un grand plan, mais qu'au quotidien, dans le fonctionnement... Alors, on ne va pas ouvrir le dossier hospitalier parce qu'il est compliqué, mais que c'est difficile. En lien avec ces urgences, il y a quand même, dans l'obligation de s'organiser, l'obligation de répondre en première ligne pour que les gens n'aillent pas aux urgences. On est d'accord, Fadila Khattabi ? Oui, tout à fait. Il y aura aussi la création donc, de 400 postes de médecins qui vont aussi être en lien avec les hôpitaux. Alors ça, c'est pour les zones les plus défavorisées en densité médicale, on va dire, si j'ai bien compris. Oui, bien sûr. Voilà, oui, c'est bien ça. sûr. Mais pour la médecine de ville aujourd'hui, on va rappeler qu'il n'y a pas d'obligation aujourd'hui dans la journée d'avoir un interlocuteur. On l'a toujours fait, les soins programmés, les urgences du jour, les médecins, mes collègues généralistes le font tous les jours. On n'a pas attendu une loi pour le faire. On répond à nos demandes. Donc ça ne va pas désengorger les urgences, ça. Alors, parce qu'aujourd'hui, par exemple, clairement, si les pompiers ramassent quelqu'un, ils l'emmènent aux urgences. Oui. Traditionnellement, on allait plutôt essayer de voir le médecin avant d'aller aux urgences. Les patients ont peut-être le réflexe de faire le 15 plutôt que d'appeler son médecin généraliste. Ça, c'est un problème. Ou le futur numéro qu'on va avoir, le 116-117, pour nous contacter, pour contacter une régulation libérale. Alors, pardon, c'est quoi ça ? Ça va être un numéro qui va avoir, mais bon, il y aura des annonces, j'espère, au niveau national, parce que pour l'instant, il y a peu de communication. Vous savez tout, vous étiez dans le secret dédié, on voit que vous êtes allé au ministère. Quand même. Disons qu'il y a une régulation qui pose problème, c'est que la régulation, quand elle se fait par un spécialiste ou quelqu'un du monde hôpital et qui ne connaît peut-être pas le monde de la médecine générale, et donc d'avoir une régulation par des généralistes, c'est déjà quelque chose qui va être une avancée. On verra après si ça se fera en dehors des heures de permanence des soins, mais encore faut-il effectivement que sur le terrain, les généralistes puissent répondre à ces soins non programmés. Donc soit nous, on arrive à peu près à le faire pour nos patients, quand on a un cabine groupe, on va pouvoir s'arranger entre nous pour avoir des heures qui varient entre chaque professionnel de santé, parce que voilà, tout le monde n'a pas envie de terminer à 20h, voire 22h, comme vous voulez, monsieur Macron. Il a lancé un appel, le président. Souci. Mais là, faut pas rêver. L'autre chose, c'est qu'il y a des fois les gens qui n'ont pas de médecin traitant, et c'est là où du coup, nous, dans des maisons de santé, on va effectivement dire, on répond aussi à ces patients qui n'ont pas de médecin traitant parce que c'est dans notre rôle de faire cette réponse. Sur un territoire, c'est là où on va essayer d'y travailler, mais encore faut-il d'avoir les moyens de faire sur un grand territoire. Je vous coupe, mais on est d'accord que jusqu'à maintenant, il y a un certain nombre de situations où des médecins généralistes, ils font leur journée, ils ont leurs patients, mais ils n'ont pas d'obligation de répondre à des urgences ou à des choses comme ça. On en est d'accord de ça. Morale, on va dire. Oui, morale, tout à fait, mais on sait ce que vaut la morale. Andrea Carribou. Oui, je réagis un peu à ça. D'abord, le médecin généraliste libéral installé, dans la mesure du possible, il le fait, de répondre. Et dans le dispositif que j'ai mis en place sur l'ensemble de la Saône-et-Loire, c'est-à-dire les 45 antennes, les 4 pôles, il y a évidemment une plage horaire, c'est-à-dire il est prévu d'accueillir effectivement cette problématique-là, c'est-à-dire des patients qui n'étaient pas prévus, qui sont en situation d'urgence, on peut les accueillir. D'ailleurs, j'organise avec l'ensemble des hôpitaux de Saône-et-Loire un maillage justement pour mettre, lorsque j'en aurai assez, des médecins généralistes aussi à disposition des hôpitaux. Pardonnez-moi, mais ce que vous décrivez là, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous substituer à l'ARS, enfin aux gens dont c'est le métier ? Et est-ce que, alors, c'est pas une critique bien sûr, mais est-ce que c'est pas le constat que des choses ne sont pas faites ? Mais bien sûr, mais en tant qu'élu local, pendant des années, j'ai assisté à des bilans, à des diagnostics de situation. Et il n'y avait pas de réaction. Donc on ne pouvait pas laisser, parce que ça s'appelle la non-assistance en personne en danger. Quand vous ne réagissez pas, quand vos pompiers sont sans arrêt, finalement, interpellés pour faire des missions que normalement, des missions, c'est-à-dire d'aller dans des EHPAD parce qu'il n'y a plus de médecins généralistes, d'aller sur des territoires parce qu'il n'y a plus de médecins généralistes, vous ne pouvez pas laisser cette situation. Et je reconnais volontiers, finalement, d'avoir pris la place, finalement, d'autres organisations. Mais on ne peut pas laisser une situation se perturber comme ça, parce que vous aviez sur un territoire qui est quand même, la Saône-et-Loire, c'est le département qui a le plus d'habitants dans la région Bourgogne-Franche-Comté, mais avec la moyenne d'âge la plus élevée. Vous ne pouvez pas laisser la situation ainsi, et il fallait bien une réaction forte et immédiate. C'est aussi un sujet de la prise en charge de la dépendance. Je veux dire, on a aussi effectivement une population qui est vieillissante et donc il y a d'autres besoins, de nouveaux besoins et effectivement, on n'a pas pris les mesures nécessaires pour pouvoir pallier le manque de professionnels. Ça, c'est une réalité parce qu'on n'a pas pris les mesures en amont. Et pour terminer, sur la volonté du gouvernement de répondre à cette solution, je rappelle quand même que 400 médecins salariés à l'échelle de la France, c'est 3,96 médecins par département. Oui. Donc
là aussi, il faut ramener les choses. Et c'est pour ça que j'ai voulu mesurer, moi, le dispositif par rapport finalement, à l'efficacité sur un département comme le nôtre. Et je pense qu'il faudra attendre de nombreuses années avant d'en sentir les effets. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas attendre. Vous vous intégrez, juste un mot, dans l'organisation qu'on évoquait, c'est-à-dire que vos médecins, ils vont rentrer dans des groupements aussi de la même manière? Bien sûr. C'est ça, alors, on n'est pas dans un... Voilà, non mais qu'on comprenne bien juste parce qu'on explique aux gens. Je rappelle juste quelque chose. Mon premier pôle est ouvert depuis janvier 2018, donc c'est assez récent et je ne peux pas encore finalement répondre à toutes les organisations. En tout cas, il y a cette volonté évidemment d'aller partout et de travailler avec tout le monde. L'important, c'est qu'on ne pourra pas mettre des maisons de santé partout sur le territoire. D'où l'intérêt de ces communautés sur le territoire, c'est qu'on va couvrir une population et pas une patientèle. Et sur la population, ça va être beaucoup plus dur à s'organiser, mais on y travaille. Et là je l'Agence régionale de santé, en l'occurrence, que vous ne voulez pas qu'on signe d'acronyme, donc c'est l'ARS. Non, je vous avais demandé de les limiter, parce qu'il y en avait beaucoup. Elle nous aide beaucoup là-dessus. On est quand même pilote au niveau national, justement, pour s'organiser sur nos territoires. On y travaille beaucoup avec eux. On ne va pas tout résoudre en quelques années. Vous aviez envie de réagir? Moi, j'ai envie de dire deux choses. Et on a bientôt fini. Donc, oui. Donc, on est en train de mettre en place la sécurité sociale et avec un GIE, un groupement d'intérêt économique, le dossier médical partagé. Moi, j'entends parler de ça depuis 30 ans. J'ai le mien depuis quelques jours. Enfin, ça y est, ça se met en place. Et ça, c'est très bien. Et je crois qu'il va falloir insister. Alors, j'avais une réunion la semaine dernière à Langres où on parlait de ça. Et j'ai eu l'impression que les directeurs d'hôpitaux, les médecins n'étaient pas très chauds en disant comment ça va se passer, etc. Moi, j'invite tous les usagers à aller sur le site. Il va y avoir une campagne de communication dans les semaines qui viennent. Aller sur le site, ouvrir leur dossier médical partagé dans lequel ils peuvent mettre toutes les informations qu'ils veulent, où sont enregistrés leur historique de santé, ce qui fait que si demain, après un accident, ils arrivent aux urgences non en situation de parler, on pourra, s'ils ont donné leur accord, accéder à leur dossier, éviter des erreurs, éviter des dangers. Une petite musique. Je suis désolé, elle nous dit que c'est terminé. Merci à tous les quatre. Oui, vous me regardez comme si, ben oui, mais... Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce sujet qui est touffu, alors qu'on l'avait déjà un petit peu restreint à la médecine de ville. Dimanche prochain, on se retrouve pour un nouveau débat et on sera pas loin de notre sujet du jour parce qu'il sera question de la lassitude et des difficultés des maires des petites communes. Et on ira faire ça sur le terrain. Restez avec nous pour la partie nationale de Dimanche en politique. Francis Letellier reçoit Jean-Luc Mélenchon. Ce sera un autre sujet. Bon dimanche, au revoir et merci.